Bonjour, c'est Mike Adébaran, je suis avec Jean-Luc Chaumeil, éminent spécialiste de Rennes-le-Château et d'autres sujets tout aussi intéressants. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors j'aimerais vous revenir un petit peu sur votre parcours, donc déjà vos débuts, peut-être votre jeunesse, donc parcours de journaliste depuis près de 50 ans. Donc pourriez un petit peu me dire vos recherches dès le début et vous avez travaillé au journal Europe aussi, ou fondé aussi. Vous pouvez me parler un petit peu de cette époque-là, des débuts. Oui, c'est vers les années début 70, même avant d'abord il y a mon parcours amoureux du Lot, parce que j'étais conçu dans le Lot, à Carénac, à 11 km de Rocamadour, et là j'ai eu une révélation en faisant des fouilles avec un ami, où on est resté 10 jours sur un chantier. C'était à Taillefer, c'est ça? Peut-être. C'était à Taillefer. Ouais, c'est ça, ouais. Taillefer, non loin de Gintrac, ouais. Où à l'époque, nous sommes restés une quinzaine de jours. Alors évidemment, c'était l'époque du Matin des magiciens. Oui, voilà, ouais. C'était l'époque des premiers livres traduits de Lovecraft, des Monts et Merveilles. C'était une époque où le renouveau templier se faisait réapparaissait avec différents ordres néo-templiers, plus ou moins disciples, plus ou moins bidons d'ailleurs, mais ça donnait l'envie de travailler sur les templiers. Et comme d'habitude, comme je suis quand même fils d'un commissaire de police, mes grands-parents comme mes arrière-grands-pères. Il était à Paris, à Rennes, c'est ça? Il a écrit aussi Grande Affaire criminelle. Oui, c'est votre ça. père, Oui. c'est ça. Oui. Mon père était responsable des documents secrets en fin de carrière pour le ministère de l'Intérieur. Et donc, il m'a déjà donné le goût d'écrire et de lire, surtout. Une époque où je lisais un ou deux livres par nuit, où je travaillais, je prenais des notes. Mais j'ai eu j'étais très vite attiré par l'aspect templier, notamment avec le fameux livre de Gérard Tête, Les Templiers sont parmi nous. Et je l'ai mis tout de suite en application au cours chez mon grand-père dans le Lot, où je suis allé visiter cette commanderie que je connaissais plus ou moins d'ailleurs, qui est située dans la vallée des Comtes de Turenne, si vous voulez, où il y a un panorama de 45 km entre le château de Turenne à 25 d'un côté ouest et les tours de Saint-Laurent côté est, face à la deuxième forteresse de France, Castelnau, un panorama extraordinaire. Et c'est sur cette commanderie que j'ai effectué mes premiers pas de baroudeur d'invisible. Oui. C'est-à-dire, on est resté une bonne dizaine de jours, puis au bout de 8 jours, la nuit on dormait, on mettait des bidons d'huile sur une partie d'une tour, une partie de la muraille, et on se reposait un peu quand même. Oui. Et en me reposant dos à dos avec mon ami Jean-François, un vieil ami qui habitait non loin de chez ma grand-mère, environ une trentaine de mètres, on commençait à être épuisé. Ça faisait 8 jours qu'on creusait et on avait quand même fait pas mal de choses. Et soudain, il y a une ombre gigantesque qui est apparue sur la muraille. Je me suis retourné, parce que j'étais pas de face, j'étais d'équerre. Je me suis retourné et personnellement, moi j'ai vu un chevalier énorme, 3 mètres de haut sur un cheval, sortir de la muraille.
mon compagnon a fait la même chose au quart de seconde près. Et on s'est dit, t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? On n'osait pas trop le dire. On s'est dit, tiens, on commence à être fatigué. Et je lui dis, moi j'ai vu un Templier qui faisait 3 mètres de haut sur un cheval sortir de la muraille. Il m'a dit pareil. C'était une peinture de Dürer. Alors à partir de là, alors évidemment il n'y avait pas de drogue, il n'y avait pas de vin, il n'y avait pas de quoi que ce soit. On mangeait que ce qu'il y avait sur place, c'est-à-dire des prunes, des raisins, des choses comme ça, et aussi des sandwichs que ma mère nous apportait. À partir de là, je me suis intéressé aux Templiers. Et parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que on avait fait un trou énorme devant une tour, et puis à un moment de ce trou, une vipère a commencé à sortir. Et cette vipère était probablement le papa. Il y a eu la maman, il y a eu les enfants, il y a eu les cousins, il y a eu les grands-parents. Et moi personnellement j'étais assez horrifié, et j'avais 14 ans à l'époque, et mon compagnon avec la bêche ou la pelle découpait en deux à chaque sortie, et il en est sorti 22 comme par hasard, et il y a eu donc 22 cadavres de vipères dans le trou qu'on avait fait. Mais à ce moment-là je me suis dit, mais ce qu'on cherchait un trésor bien matériel, bien pesant et bien trébuchant. Je me suis dit, mais en regardant notamment le ciel où il y avait la constellation du triangle, je me suis dit, mais on ne sait rien. On ne sait rien, on ne connaît pas l'histoire ancienne, on n'a que quelques rapports, il n'y a pas beaucoup d'archives sur les Templiers, on avait été à la mairie, on ne sait rien. Alors je me suis dit, il faudrait peut-être que j'apprenne l'histoire du temple, que j'apprenne l'histoire du ciel, la cosmogonie, que j'apprenne la cosmologie aussi, que j'apprenne un certain nombre de choses. Et que j'apprenne l'architecture, pourquoi à tel endroit il y a telle ou telle meurtrière, tel ou tel meneau, tel ou tel, etc. Donc je me suis dit, il faut apprendre. Et puis alors après, cette vision m'a posé un problème. J'ai dit, soit on n'avait pas assez mangé et on a eu une vision, une espèce de vision maladive, mais collective, au quart de seconde près, la même chose, c'est quand même assez rare. Donc je me suis dit, il faut que j'étudie la parapsychologie, que j'étudie un peu le côté médium des choses. Comme j'étais un chercheur, je me suis mis dans les que sais-je de l'époque, histoire du Moyen-Âge, histoire des codes secrets, et j'ai continué à lire, mais d'une façon orientée par rapport à ce qu'on avait vu. Et grosso modo, cette semaine de fouilles, bien trébuchante, ça a été comme le point de départ d'une nouvelle semaine, et une nouvelle semaine initiatique. Pourquoi? Parce que Taillefer est à peu près à 3 km de Carénac, et je suis peu de temps après on redescendait, on avait compris qu'on ne trouverait pas de trésor matériel, mais qu'en revanche on avait trouvé quelque chose comme une espèce de porte dans le temps, et que on avait une vision, et qu'on avait donc une mission, c'était de savoir, de connaître. Et donc on est redescendu au village, on a continué nos recherches dans les livres, en faisant des notes, en travaillant ensemble. Et moi personnellement, dans la nouvelle semaine qui a suivi cette semaine de fouilles, il m'est arrivé un certain nombre de choses tout à fait extraordinaires au niveau de la médiumnité, etc. Ma mère avait une galerie de peinture dans le petit village, par exemple, et mon grand-père travaillait dans un four à chaud à 600 mètres du village. C'est plus tard que vous étiez basé,
autrement au château de Saint-Cirque-la-Popie. Ah non. C'est beaucoup plus tard. Non, ma mère était... Oui. C'est ma mère qui a acheté le château de Saint-Cyr. C'est ça. Mais bien plus tard. Bien plus tard, ouais. C'est bien plus tard. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, là, elle avait une galerie de peinture à Carénac. C'est ça. Et pas encore à Saint-Cyr. Et elle m'a dit, oh, il y a un client qui vient, qui est très intéressé par la peinture, mais moi je veux pas être là, donc tu gardes la galerie. Donc j'ai gardé la galerie, et puis à ce moment-là, j'étais un peu fébrile, parce que j'arrive devant la galerie, et qu'est-ce que je vois? Je vois mon grand-père. Et comme il était 13h30, j'ai dit, mais c'est pas possible, normalement il est au travail. Et mon grand-père était très ponctuel, très minutieux, etc., etc. Et je suis allé le voir, et à ce moment-là, j'ai eu un flash. J'ai vu mon grand-père pendu. Et contrairement à ce que font les gens, quand ils ont une vision, ils n'osent pas la dire tout de suite. Moi, je lui ai dit, grand-père, tu vas faire ça. Et il a eu un sourire comme les gens ont des sourires quand même assez rares. C'est qu'un sourire sans mots, sans rien. Et comme je le voyais, ma vision était que je le voyais pendu, j'étais quand même assez fébrile. Alors finalement, je suis rentré dans la galerie, j'ai dit, oh, encore une connerie. Je suis rentré dans la galerie, et peu de temps après, le personnage en question est arrivé, et c'était un type du genre Léon Zitrone, un personnage assez corpulent, avec de grandes lunettes. Et j'ai appris par la suite qu'il était responsable d'une obédience. Et surtout, moi qui étais souvent quand même dans la galerie en remplacement, à l'époque c'était une exposition sur le cubisme d'Albert Glaise, le premier cubiste français. Je l'ai regardé faire. Alors il est rentré dans la première pièce et il regardait chaque tableau en long, en large, en travers, couleur par couleur, plan par plan. Il les absorbait. Petit à petit, il les vampirisait, il les mangeait. Alors à ce moment-là, j'ai commencé à me sentir, comment dirais-je, assez fébrile. Et je suis allé dans une autre pièce. J'ai fait une décontraction que j'avais lue de yoga pour me décontracter, mais ça fait qu'empirer, ça fait l'effet inverse. Et il passait de pièce en pièce, mais il restait, et devant chaque tableau, il restait au moins 2 ou 3 minutes, ce qui est énorme. C'est énorme, parce que ça, j'avais des sondages là-dessus. Les gens, ils passent, ils regardent, mais ils ne le voient pas. Hein. Vous savez que Bertolt Brecht disait, apprenez à voir au lieu de regarder. Et lui, il voyait dans chaque tableau, il en saisissait la quintessence. Il le traversait. Alors, quand j'ai vu ça, ça m'a rendu très, très nerveux, je sais pas pourquoi. Et à un moment, j'étais dans la grande pièce, alors c'est une pièce du Moyen-Âge, 16e siècle, et qui fait quand même quelque chose comme 60 mètres carrés au plafond avec des grandes poules, de grandes cheminées, deux fenêtres avec des vitraux. Je me suis mis près d'une fenêtre et là, alors là vous allez rigoler, 3e point, j'ai vu toutes les chaussures que je porterai dans ma vie. J'ai fait 14 ans. Ce qui me pose d'ailleurs, maintenant que j'en ai 77, ça me pose toujours un problème, c'est que quand je vais acheter une paire de godasses, il faut qu'elle corresponde à ma vision d'il y a plus de 60 ans. Donc ça m'avait aussi très impressionné. Et voilà, ça a été le premier jour. Le second jour, mon père venait d'acheter une petite maison au bord de l'eau, et dans le même village, tout à fait à l'extrémité du village, au bord de la Dordogne, donc. Et j'ai adoré cette maison tout de suite, parce que c'était la maison d'un cordonnier. Et donc vous voyez un peu le rapport avec
les chaussures. Oui. Et cette maison n'avait pas été habitée depuis 30 ans. Là. Et évidemment, c'était une maison à fantôme. Et il y avait une terrasse qui avait été rajoutée, qui longeait la maison face à la rivière. Et il y avait au-dessus, il y avait tout c'est une maison à 3 étages. Et il y avait une tour que mon père voulait construire juste à côté. Donc c'était en plein travaux. Et en même temps, ça n'avait pas été habité depuis 30 ans. Et je me suis mis sur un matelas près du feu. Alors je lisais Lovecraft, justement Démons et merveilles. Et là j'ai eu une nuit extraordinaire. C'est-à-dire que tout d'un coup j'ai entendu marcher au plafond. Et le plafond, je ne pouvais pas y avoir accès, sauf à prendre une échelle et à grimper par la terrasse, par un petit fenestron. J'entendais marcher nettement au plafond, et ça tapait, mais des pas très violents, etc., etc. Et ça a duré toute la nuit, comme la chef de Monsieur Seguin. Et à un moment, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris l'échelle, et je suis monté par le fenestron, je suis rentré dans ce grenier, et il n'y avait rien. Et en plus, tout était vide, etc. Alors bon, est-ce que c'était un loir, est-ce que c'était un oiseau qui était rentré par le fenestron, avec des pas aussi lourds, j'en ai douté. Mais ça marchait très 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 fort. Voilà. Et donc il m'est arrivé pendant toute une semaine plusieurs incidents de ce type, qui à chaque fois, en conclusion, me ramenaient à cette question, bon, je prends acte, je note, pour voir ce qu'on dit de la science, ce qu'en dit un certain nombre de gens, etc. C'était une sorte d'initiation invisible, en fait. Voilà. Est-ce que par les serpents, ou les serpents peuvent être utilisés? Ça peut être aussi, mon père a vécu la même chose jeune, un serpent rose et noir, et qui en fait n'en était peut-être pas un, et c'est tenté une tradition. Alors, ça c'était quelque chose qui m'a marqué énormément, oui, bien sûr. Et qui a été le point de débat de toute ma curiosité philosophique. Et là, vous aviez quel âge à ce moment-là, à cette période-là? 14 ans. 14 ans, ouais. 14 ans. Et à partir de là, je me suis mis à lire encore plus, à prendre des notes, et puis surtout à essayer d'apprendre des sciences qui permettaient de pouvoir justifier telle ou telle vision de ce qui m'était arrivé. C'est souvent par 7, hein, c'est 7 ans, 14 ans pour les initiations. Comme chez les shivaïstes. Eh oui, voilà. Et donc je me suis lancé dans ce domaine, et après j'étais journaliste au Parisien Libéré à l'âge de 18 ans, où je faisais des piges. Enfin là je faisais plus, comment dirais-je, le facteur, c'est-à-dire je faisais le commissariat de police, je faisais des vernissages, je faisais un certain nombre de choses qui n'étaient pas très reluisantes. Mais comme j'étais à Fontainebleau, et notamment à 50 mètres du prieuré d'Avon, c'est-à-dire à côté de la gare de Fontainebleau, c'est là où Gurdjieff avait son... Oui. J'étais encore dans un autre lieu qui était assez passionnant. Et initiatique pour le coup aussi. Et donc je suis rentré, je travaillais au Parisien Libéré, page de Melun, mais bon, ça n'a pas duré tellement longtemps, parce que je fumais un cigare un jour, et le cigare était plus gros que celui du rédacteur en chef de la page de Melun, et je me suis mis à la porte. Mais j'ai retrouvé du travail dans l'après-midi, entre parenthèses, comme secrétaire à la compagnie des eaux de Fontainebleau, où en fait j'étais manœuvre et secrétaire par -10, et quand il y avait une fuite d'eau, le chef disait on y va avec la pelle et la pioche, et sur l'asphalte faire un trou avec une pioche, c'est pas si facile que ça. Mais cela étant dit, où j'étais aussi étonné, c'est que le chef de la compagnie des eaux avait une équerre en fer et faisait de la radiesthésie pour trouver la fuite d'eau.
et au milieu de l'asphalte, il disait c'est là. Moi je le regardais étonné, on creusait et effectivement c'était là. Vous voyez que ça continuait un petit peu, il y avait toujours des signes, des intersignes dans ce parcours. Exactement. Et bon, après j'ai fait travailler un peu dans tous les journaux, et puis après j'ai connu Daniel Réjus, celui qui avait monté l'ère d'Aquarius, l'ère du Verseau donc, qui avait une revue qui était consacrée à toutes les sciences auxquelles je voulais avoir sur lesquelles je voulais m'approfondir. Il y avait une rubrique Templier, il y avait une rubrique Magie, une rubrique Alchimie, une rubrique extraterrestre, une rubrique Fantôme, etc., etc. Et là, on faisait des reportages, on n'était pas payé grassement. C'était plutôt quand on revenait à 4h du matin de reportage. On allait au Louvre manger des huîtres et des plats de mer, où on allait à Montmartre, pareil. Ça, on était bien nourris, et Réjus, Daniel Réjus, auteur de Pécherville d'ailleurs, était aussi, qui a connu votre grand-père aussi, ouais. était très, comment dirais-je, très porté sur un certain nombre de choses. Pour trouver un reportage, il consultait 3 voyantes, il faisait le Ouija, il tirait les cartes, les tarots, et puis tout d'un coup, à 2h du matin, il vous appelait, allez hop, on part par exemple à Mortemer, où il y a l'histoire de la Dame Blanche, il y a eu une propriétaire, et on est parti, c'est pareil, à 2h du matin, on est arrivé à 5h, on était en barque sur le lac, couvert de brouillard, et on cherchait la Dame Blanche dans le brouillard, parce que le propriétaire l'avait vue, et avait traversé la maison, entre 2 fenêtres tout en long, la maison faisait une barre verticale, et il y avait comme un coup de fusil qui avait transpercé un des carreaux sur un couloir, et de l'autre côté, il n'y avait pas d'impact. Et il avait vu la Dame Blanche. Alors il s'était posé des questions, et comme c'était un colonel, et il avait quand même le don de l'observation, et pour lui, l'impact n'était pas l'impact d'une balle, mais c'était plutôt l'impact de la Dame Blanche. Alors toutes ces petites choses, à Étretat aussi. À Étretat, ouais. J'ai travaillé à Étretat, je suis tombé directement sur le livre de Valère Categan, c'est-à-dire le grand-père de Vincent Lindon, Raymond Lindon, qui était avocat général à Paris, et ça je ne savais pas à l'époque, et qui avait fait un petit fascicule aux éditions du Seuil, je crois, oui, c'est ça, sur l'histoire d'Arsène, l'histoire d'Étretat, mais avec un certain Napoléon Sieur, oui. Enfin, un autre décryptage qui était assez fantastique, et ça c'était une chose qui m'avait intéressé, d'autant plus qu'il y avait des peintres comme Monet, comme Manet, qui étaient passés par Étretat, et qui avaient peint les glycoses. Et par la suite, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin jusqu'au jour où je crois que c'est un collègue de Daniel Réjus, oui, qui m'a apporté un petit livre, édition de poche, sur le trésor de Rennes le Château. Alors j'ai lu ce truc, j'ai vu qu'un curé avait trouvé pour des milliards de centimes à l'époque un trésor. Franchement, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Vous savez, Talleyrand disait, méfiez-vous du premier mouvement, c'est toujours le bon. Et moi, je m'en tenais toujours là. Et je laissais tomber après. Mais comme je travaillais au Charivari, Jacquemart. Voilà, j'allais vous demander comment vous avez rencontré Noël Jacquemart et Claude Jacquemart. À quelle époque justement? J'ai rencontré Claude Jacquemart en 71. D'accord. Oui, 71, oui. Mm-hmm. Et
dit il faut faire un numéro spécial sur Rennes-le-Château. Et moi ça me disait mais alors, rien du tout. Bon, en plus j'avais une somme qui était forfaitaire, c'est-à-dire je vais faire tout le numéro, grosso modo à part un ou deux articles, et je devais remettre tous les documents, une cinquantaine de photographies, etc. Alors pour Rennes-le-Château, j'ai repris le livre, j'ai dit il faut que je voie deux scènes, et puis je vais évidemment, comme je pensais au Templier, il faut que je vois Plantard, parce qu'il parlait de Gisors, Stenay et Rennes-le-Château, et là ça m'a fait penser à Étretat, c'est-à-dire le Triangle d'Or, oui. Votre premier livre, d'ailleurs, le nom de votre premier livre en 79. Oui, c'est ça. Dans le premier livre, ça a été Apocalypse. Oui, effectivement. Ça a d'abord été chez Lefebvre, le trésor du Triangle d'Or. Voilà. Et donc, je suis parti avec un photographe, et à l'époque, on partait on a pris le train de nuit, et on a fait le plan d'après mon synopsis. Et j'avais un magnétophone à bande, un Remco, et on est arrivé à Guisa au petit matin. Et ça, c'est en 1967, c'est ça? En 1968. Non, c'est comme Jacques Marc, c'est 68. C'est ça. Voilà, par là. Et on est arrivé là-bas, et il n'y avait personne à Guisa. Oui. C'était le grand désert à l'époque. Il n'y avait pas de taxi, la route n'était pas du tout la même. Vous étiez à pied. Et on trouvait personne. Mais bon, on savait que Rennes-le-Château était pas loin. Oui. On nous a dit, Rennes-le-Château, c'est là-haut. Il y a quelqu'un qui nous a dit ça dans Guisa. Prenez à gauche, là-bas au fond. Et puis, tranquillement, quand j'ai tapé quand même 2-3 kilomètres de montée. Et en arrivant, on est arrivé, il y avait Bution qui était là. Alors, Bution, c'était de Funès, avec plein de mimiques, et bonjour monsieur Schemper, bonjour, voilà, je dois faire un numéro spécial. D'abord, je leur ai dit d'abord on a faim, et on devrait voir si vous aviez une chambre. Il m'a dit oui, j'en ai une. Écoutez, vous allez coucher dans la Villa Béthanie, tout à fait en haut. Je dis c'est parfait. Et alors on a mangé. C'était assez spartiate cette Villa Béthanie à l'époque, j'imagine. C'était très spartiate. Oui. Bon, il y avait des tuyaux qui faisaient un bruit d'enfer en haut. Et puis on a discuté avec lui. Alors c'est pareil. Moi tout de suite, je voulais accomplir les points de mon programme, c'est-à-dire que je voulais faire des photos dans l'église. Alors il m'a dit il faudra que je demande l'autorisation à l'évêché, etc. Donc ça a été un point de non-recevoir. Bon, il était assez méfiant, puis on avait très mal mangé. Il vous surveillait partout en fait, parce qu'il vous prêtait sa voiture après même pour. Alors bon, quand on a vu ça, on s'est dit on va aller se coucher, il était déjà 2h du matin, on était un peu crevés. Et le lendemain, on est parti à pied de Rennes-le-Château, en descendant vers la fontaine du Cercle jusqu'à Rennes-les-Bains. Parce qu'on avait des trucs à faire sur le passage, pas mal de photos. Et vous aviez eu droit à un très mauvais repas, les petits pois et les boulettes, vous m'avez dit. Oui, c'est ça. Donc vous avez... On a eu un très mauvais goût. Alors, évidemment, comme chaque soir, je faisais le point sur mon magnétophone, j'avais marqué tout ça sur le magnétophone, j'avais dit on a très mal mangé, on était très dessus, on n'a pas eu le droit de faire des photos. Enfin, c'est un scandale, on n'a pas à perdre de temps comme ça. Et j'avais fait le premier briefing. Et évidemment, j'en étais pratiquement certain, il avait écouté la bande. Oui. Et quand on est revenu le soir, voilà, ça a changé de tir. C'était le repas royal. Le cognac. Phénoménal, avec des cognacs gigantesques. Et puis, vers 1h du matin, 2h, il m'a dit, mais monsieur Chaumet, il n'y a pas de problème. J'ai téléphoné, vous pouvez faire des photos dans l'église. À 2h du matin, on est parti faire des photos dans
écarté et regarder quelle photo on prenait. Et évidemment, j'ai dit tiens, celui-là, c'est quand même un sacré chercheur. D'autant plus qu'on avait repéré déjà qu'il y avait au milieu du jardin, il y avait un marteau-piqueur avec un trou gigantesque. Oui, oui. On avait remarqué une fouille près des WC à l'intérieur de l'hôtel de la Tour, où on devait aller, pour aller au WC, il fallait passer par la cuisine. Parce que chez Luxion, il faisait des trous dans sa maison, quoi. Et dans la cuisine, il y avait 2 trous de 3 mètres qui passaient dans le sol. On marchait sur des planches pour aller au WC. Donc on s'est dit, celui-là, ça y va alors. Et il faisait des sortes de spiritisme aussi à l'époque où oui, vous l'avez vu, vous avez pu le voir ou... Il y avait Madame Bution-Mère qui avait mis une petite table au milieu de la Villa Béthanie et elle officiait avec ses petites filles, interroger les astres, les revenants et surtout la Bessonnière et Marie des Darnaud, la bonne du curé, pour savoir à quel endroit il fallait mettre le marteau-piqueur, bien entendu. Mais bon, cela étant dit, Bution ne parlait pas trop de trésors. Pour lui, c'était plutôt un lieu super sacré. Pour lui, c'était l'histoire du Messie. Et le Messie était incarné par le prix de rédemption. Oui. Et il était assez délirant, mais ça se tenait bien et en plus c'était plein de poésie. C'est peut-être pour ça que plus tard vous aviez voulu appeler l'interview de Plantard, la première, le Messie, le valet de chambre, où il y avait un rapport. Oui, c'est ça. Bien sûr. Ouais. On y reviendra après. C'est-à-dire que bon, après ce que j'ai fait, après après Plantard, je l'ai pas eu tout de suite. Oui, c'est beaucoup plus tard. C'est Plantard, je l'avais tout le temps au téléphone. Oui. Et je l'ai enregistré. D'ailleurs. Vous l'avez le 6 janvier 1971, le jour de l'Épiphanie. Oui, j'ai enregistré. J'ai enregistré toutes les. D'ailleurs, si je vais les retranscrire, il y aurait de quoi faire un volume. Donc j'ai gardé que évidemment les phrases de synthèse. Mais bon, Plantard changeait souvent d'avis. Ça, je l'ai remarqué notamment maintenant, quand je relis mes notes de l'époque. J'ai remarqué qu'effectivement, à un moment, par exemple, pour lui, Jésus était noir. C'était une note de Plantard. Ce qui a bien changé, parce que Plantard a été manipulé par la suite. Bon, en Plantard, je suis allé un peu partout pour vérifier tout ce qu'il disait, et à chaque fois que je vérifiais, évidemment, tout était faux. Mais ils étaient tous morts aussi, ce dont tu parlais. En allant sur place, je me suis aperçu que les indications données par Gérard de Seine étaient fausses. Ouais. Parce que bon, une ville de 30 000 habitants sur un piton rocheux qui pourrait éventuellement, avec des constructions, des maisonnettes en bois, etc., tenir même pas 500 à 1000 personnes, 30 000 personnes, ça me paraît énorme. Et puis surtout, il y avait un point stratégique, l'eau. Alors, par exemple, la citerne de la Bessonnière, c'était qu'une citerne, c'était pas un puits. Même faire un puits, pour 30 000 personnes, c'est quasiment impossible, sans compter les chevaux. Or, un cheval, par jour, ça boit entre presque 20 litres d'eau, vous vous rendez compte. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et effectivement, en faisant des recherches à la bibliothèque Mazarine, je me suis aperçu au chapitre Limoux, dans un dictionnaire historique, ville par ville, le chapitre d'ailleurs que j'ai reproduit dans le Trésor du Triangle d'Or, et par la suite dans ces différentes rééditions, j'ai trouvé que il y avait à côté sur une des collines de Limoux, vous savez que Limoux a 7 collines, comme Rome, il y a même une colline, où les plus anciens Limouxins ont habité juste avant la peste de 1600 et quelques. Et sur l'une des collines, il y avait un château de Réda et une ville de Réda. J'ai dit, voilà, Rennes le Château, c'est pas Réda.
Rédaé, c'est à côté de Limoux. Et ça paraît plus plausible par rapport, notamment au point de vue stratégique, c'est-à-dire par rapport à l'eau. Et l'eau est dans le nerf de la guerre dans tous les villages du Moyen-Âge. Si vous n'avez pas un puits conséquent, comme à Pieux, par exemple, à Pieux, vous avez un puits énorme qui est au milieu du château de Pieux, à côté de Limoux aussi, de faire être en état de siège, c'est impossible. C'est impossible par définition. Donc, ça a été la grande erreur monumentale dressée par Gérard de Sède. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé une contre-enquête générale qui m'a mené aux conclusions que cette affaire n'était qu'une affaire surréaliste parmi d'autres affaires comme Gisors, oui, comme Tenay, etc. etc. Les fameux 30 coffres. Parce qu'en fait, l'énigme Plantard commence à Gisors. Voilà. Et on revient juste sur le premier auteur finalement qui a parlé de Rennes la Château, c'est Charroux, en 62, avec Trésor du Monde. Et ouais, alors Charroux, je suis allé le voir. Voilà, vous êtes allé le voir dans son grenier. Enfin, il vous a visité son grenier. Oui, ben Charroux, j'ai été le voir. Et interview aussi, après, pour Charivari. Oui, et je lui ai dit, il a dit, mais qu'est-ce que vous êtes allé faire à Rennes le Château? Il n'y a rien. Je veux dire, on a tout fait. Ah oui, il a tout fait sauter là-bas. On a mis des bâtons de dynamite partout. C'est ça. On a été dans la tombe du curé. Voilà, ils ont été. On a été dans la tombe du curé, il m'a dit. Oui, ils ont ouvert le cercueil. C'est assez off, bien sûr. Ils ont ouvert le cercueil pour chercher, pour regarder s'il n'y avait rien dans le cercueil, une indication, un testament de la Bessonnière, et il n'y avait rien. Ce qui m'a fait marrer quand, 40 ans après, oui, le maire Thuillier a essayé à trouver un prétexte pour ouvrir le cercueil de la Bessonnière, en disant qu'il fallait me mettre dans le jardin, etc., etc., etc. Mais ça avait déjà été fait. Ça avait déjà été fait. Voilà, c'est ça qui m'a fait rigoler. Bon. Et c'était assez dangereux à l'époque, parce qu'il y a même eu une fusillade, on m'avait parlé d'une fusillade qu'il y a eu dans ces années-là, où à 4 km, 2 équipes se rencontrent, et puis un type est tué. Bon, Charroux dans Trésor du Monde, le livre qui est sorti juste après Le Matin des Magiciens, en 62. Oui, ouais, c'est ça, juste après. Il y avait toutes les revues Éléments, tout ça, quoi. Parler de toute l'histoire. En revanche, il y avait un point qui était fondamental, sur lequel s'appuyait Gérard de Sède et consorts, c'est que c'est les parchemins. Ouais. Dans Charroux parlait de parchemins dans des tubes de verre, d'étain, remplis de fougères. Et évidemment, il y avait plusieurs parchemins, mais écrits en latin, et c'était complètement différent des parchemins aussi écrits en latin, mais des parchemins trouvés par la Bessonnière, version de Sède. C'était complètement différent. Chez de Sède, c'était un calque qu'il avait trouvé soi-disant, que les parchemins avaient été donnés à la mairie et qu'il y avait un calque qui avait été fait. Un calque avait été donné à la mairie et il se trouve qu'à la mairie, naturellement, il n'y a pas d'archives sur les parchemins, etc., etc. Donc les parchemins, ça me paraissait un peu monté, d'autant plus que Gérard de Sède avait habité à l'époque au 51 rue d'En-Raymond, et juste à côté, il y avait le club des chercheurs de Robert Charroux. Et dans ce club, il y avait des figures extraordinaires, évidemment, et il y avait toujours le même synopsis qui était affiché au mur, où on disait toute l'histoire de trésor. Pour faire une bonne histoire de trésor, il faut des parchemins, il faut 2, etc., etc. Il y avait tout un synopsis classique, et c'est bien ce que de Sède a repris, ou ce que Plantard a
pris et a donné à décès. Voilà. Donc le parchemin a été quand même, comment dirais-je, bon. Et il est certain que ces parchemins, Cerise les avait faits. Oui. Et Cerise m'a dit, je te les donne, et je les ai. Et ces parchemins, je les ai publiés. J'ai publié aussi toutes les annotations, enfin pas toutes les annotations, un certain nombre de choses. Ces parchemins, je suis allé à la Bibliothèque nationale au service de l'enfer, où j'ai trouvé les parchemins. J'ai vu qu'ils correspondaient, grâce au dictionnaire que m'avait donné Philippe de Chérizier, sur le dictionnaire de ma Bible, le dictionnaire de Fulcran Vigourou, j'ai vu que l'un des parchemins venait de ce dictionnaire. Donc c'était aussi simple que ça. Après il a été à la Bibliothèque nationale et il a pris le deuxième parchemin dans la même collection. Et comme on n'avait pas le droit de faire des photocopies, on avait le droit juste de prendre des notes. Et ben ils ont recopié, il a recopié, c'est le fils de Cerise, probablement avec Plantard, ils ont recopié l'autre parchemin. Et voilà, c'était aussi simple que ça. Ensuite, pour le code, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est simple, hein, c'est comme au Monopoly, ils ont fait une phrase bidon, hein, bergère, pas de tentation, etc., vous connaissez, qui ne veut rien dire. Hein. Si vous prenez vraiment le sens de cette phrase, elle ne veut rien dire. Elle a quelques indications maçonniques, à midi par exemple, les pommes bleues aussi, mais ça ne veut rien dire. Et cette phrase, ils l'ont décomposée en lettres, et ces lettres, ils les ont remplacées dans le parchemin par différentes astuces de substitution. Ce qui fait que c'était quand même pas si compliqué que ça. Oui, parce qu'ils ont repris même Charroux, ils ont copié-collé Charroux aussi. Ah ben ça, ils ont copié-collé. Charroux, en revanche, ne donnait pas la teneur des parchemins. Oui. Ni cette phrase. Charroux disait vaguement des parchemins écrits en latin dans des tubes en étain enrobés de fougères. Ouais. La fougère, entre parenthèses, même dans des tubes d'étain, je ne sais pas si elle aurait survécu autant d'années. Ouais. On revient juste un tout petit peu justement aussi sur l'association du Pré-Érection qui est née en 56 à Annemasse au Cassan, en Haute-Savoie. Et c'est intéressant parce que c'est la montagne de Sion, justement. Donc ils se sont inspirés aussi. Évidemment, ils n'étaient pas loin. Voilà. J'ai eu le président, là, Bonhomme. Voilà, il y avait Pierre Bonhomme, donc secrétaire comptable. Je l'ai eu au téléphone, j'ai enquêté, je l'ai eu. Il m'a dit que ça n'avait aucun rapport. Il m'a expliqué qu'il y avait un quartier qui s'appelait Sion. Oui. Il m'a expliqué que c'était comme des Boy Scouts. C'est ça. Et que Plantard avait dénaturé l'association et l'avait orienté différemment. Donc là aussi j'ai vérifié ça. C'est moi le premier qui ai publié les statuts. Oui, exactement. Dans le Charivari, justement, de 1971. Justement les archives du Pré-Érection, où donc on voit qu'il y a Jean de Laval qui était donc un des membres, vice-président. Il y avait donc Pierre Plantard, bien sûr, en dessinateur, secrétaire général, et Pierre Defagot, donc ouvrier horloger, qui était trésorier. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais ça c'était Plantard a fait je suis allé aussi au bureau des associations, ouais. Et ça j'ai publié toutes les associations qu'il a montées. Avant 56. Mais bien avant, il a fait des associations, oui. Oui, voilà. Dans les années 30, hein, du coup. Il y avait Alpha Galate. Voilà, Alpha Galate, l'Union française, Rénovation nationale française en 41, l'Union française 37. Rénovation française. Ouais. Et après, c'était sa mère qui était présidente d'ailleurs. Rénovation nationale française. En fait, sa mère, oui, mais ça c'était pour montrer qu'il y avait du monde. Oui. Mais dans ces dossiers
association, c'est-à-dire Alpha Galate, oui. Rénovation française, Prioration, il y avait à chaque fois des rapports des renseignements généraux. Oui. Ça, j'ai publié. Et là, c'était intéressant de voir ce qu'en pensaient les services. Il disait, cette association qui indique à des milliers de membres, en fait, n'a qu'une dizaine de membres, et encore, tous ces membres sont fâchés avec le président ou le secrétaire, c'est-à-dire Pierre Plantard. Oui. Parce que dans chaque association, il apparaissait comme un dictateur très net. C'est-à-dire que, voilà. Et puis alors, ce qui s'est passé, c'est bon. Donc, les associations, c'était des associations avec une dizaine de personnes, et la plupart déjà étaient composées de comédiens. Hein. Mm-hmm. Ça, c'est ce qu'il faut noter. C'est très pâté-physicien, d'allemand. Et il est évident qu'il y en avait un autre qui était comédien. C'était Philippe de Cheruisé.